Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin. En 2017, quand il est encore en campagne électorale, pour la première élection, sa première élection, il est à Alger et pris sans doute dans l'ambiance et sans doute aussi faute d'une vraie culture sur l'Algérie, sur l'histoire de la colonisation. Il va se laisser à dire que la colonisation est un crime contre l'humanité. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et également abonnés de l'application. Merci à tous d'être très fidèles, très nombreux toujours pour cette édition, cette nouvelle édition du Grand Entretien. Je rappelle que on est aujourd'hui à 510 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un honneur pour nous en 3 ans d'avoir réuni un si grand nombre de personnes. Et toutes les semaines, en ce moment, on gagne plus de 1000 abonnés par jour. Et donc, voilà, c'est une période faste pour Omerta. Et merci à tous d'avoir été là. Merci d'être là. Je rappelle aussi la parution, il est toujours en kiosque, notre numéro sur le Congo, qui aussi connaît pas mal de succès sur la région des Grands Lacs, sur les problématiques de l'Afrique, Congo, Silence on tue, sur lequel on a tiré un documentaire réalisé l'été dernier dans le Kivu. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous le procurer en librairie et dans les kiosques à journaux, évidemment. Je reçois aujourd'hui Frédéric Pons. Bonjour Frédéric. Bonjour Régis. Alors merci de nous faire l'honneur de venir chez Omerta. Je vous présente, puisque c'est la première fois que vous venez. Vous êtes donc journaliste, écrivain français. Je note aussi, parce qu'on a pas mal de militaires ou d'anciens militaires qui nous suivent, que vous avez servi dans l'armée au 8e RPIMA. Vous avez été au Liban comme casque bleu avant de commencer une carrière de grand reporter. C'est pour ça que votre témoignage est très intéressant, parce que vous connaissez les sujets, vous êtes allé dans les pays. Malheureusement, c'est une denrée rare aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'endroits dans lesquels ils n'ont jamais foutu les pieds. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui, on a choisi de parler de l'Algérie. Alors, première question, le RN s'enorgueillit d'avoir obtenu une victoire à l'Assemblée nationale, qui a adopté jeudi dernier une résolution à portée symbolique visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. On rappelle que c'est un accord qui crée un régime d'immigration favorable pour les Algériens. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce qu'on va, in fine, puisqu'on nous parle d'accords symboliques, est-ce qu'il y aura, in fine, une renégociation de ces accords? Alors c'est difficile de le savoir à l'avance, parce que depuis 1968, tous les gouvernements de droite et de gauche ont entériné, avalisé cet accord de décembre 68, y compris les 3 avenants successifs, le dernier je crois en 2001 ou 2005, qui à chaque fois ont renforcé les privilèges accordés à l'immigration algérienne. En fait, cet accord de 68, c'est une des conséquences, une des traductions des accords de mars 62, ce qu'on a appelé les accords d'Évian, qui déjà faisaient la part très belle au régime algérien, sans aucune réciprocité pour la France, et notamment pour les rapatriés et pour les musulmans fidèles à la France. Dans ces accords de 62 et de 68, on signalait que les 2 pays s'engageaient à faciliter la libre circulation entre l'Algérie et la France. Or, tout ça, ça s'est révélé complètement faux, puisque les seuls à avoir pu circuler entre les 2 pays ont été les migrants algériens, puisque pendant très longtemps, les rapatriés ne pouvaient pas aller là-bas. Maintenant, jusqu'à ces dernières années, c'était possible, mais surtout, les musulmans qui avaient été fidèles à la France, notamment les harkis, n'ont jamais pu retourner dans leur pays. Ils sont traités de traîtres et de collabos, et ceux qui étaient restés en Algérie ont été emprisonnés et massacrés. Cet accord de 68 est un accord léonin. Quand on le relit attentivement, on se dit mais comment on a pu accepter tout ça? C'est-à-dire que dans certains domaines, les immigrants, les migrants algériens ont des droits supérieurs à ceux des migrants de l'Union européenne, et dans certains cas, ils ont des droits équivalents aux citoyens français, notamment dans l'accès aux services sociaux, aux services hospitaliers, en matière de visa, d'installation, d'ouverture d'entreprise. Ils sont totalement privilégiés. C'est un droit exorbitant qu'ils ont par rapport aux autres migrants venus d'autres pays.
Et donc, aujourd'hui, cet accord est remis en question. Ça fait déjà pas mal de temps qu'à bas bruit, des Français s'intéressaient à cet accord, notamment l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur à 2 reprises en Algérie, qui connaît par cœur la relation entre la France et l'Algérie et tous les textes qui structurent cette relation. Lui-même, parmi les premiers, avait dit « il faudra réviser cet accord ». Sinon le supprimer. Alors aujourd'hui, ça va être une question politique. Est-ce que le gouvernement qui, depuis le début de la crise en 2024, avec l'emprisonnement, la prise en otage de Boualem Sansal, le gouvernement dit on va durcir et puis quelque temps après, il faut reprendre le dialogue et puis à nouveau, on va monter d'un cran. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas de politique de long terme sur ce plan-là avec l'Algérie. Donc, on ne sait pas exactement ce que fera le président de la République, Emmanuel Macron, vis-à-vis de cet accord, en sachant que ce qui a été voté à l'Assemblée là, le 30 octobre est une résolution qui est non contraignante. Oui. C'est un avis, c'est une prise de position d'une petite majorité de députés. À une voix. À une voix près, 185 contre 184. Donc c'est passé ric-rac. De mon point de vue, je ne crois pas que ça ira beaucoup plus loin, puisque manifestement, le ministre de l'Intérieur l'a dit, le président de la République est très en retrait là-dessus. On n'ira pas vers une épreuve de force face à l'Algérie, ce qui me semble être une mauvaise politique, parce que l'Algérie n'est forte que par nos faiblesses. Et si nous n'élevons pas un peu la voix, et si nous ne mettons pas en cause les privilèges exorbitants de l'Algérie depuis 1962 ou 1968, eh bien l'Algérie, la nomenclature algérienne, continuera à exercer son chantage sur la France. Pourquoi, selon vous, ces accords, ensuite après on va passer à la question d'Emmanuel Macron et de l'absence de réaction, parce que je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais pour terminer sur les accords, pourquoi ont-ils été dès le début si avantageux ? Est-ce qu'il y avait une volonté chez De Gaulle de se débarrasser du problème algérien le plus rapidement possible, quitte à céder au FLN qui arrivait au pouvoir ? Qu'est-ce qui peut expliquer où est-ce qu'on avait pour le coup besoin des Algériens pour la main-d'œuvre en France Alors en fait, il y a 2 phases, une phase politique et une phase économique sur plusieurs décennies. La phase politique, c'est la décision mûrie assez rapidement par le général de Gaulle de larguer l'Algérie, de se débarrasser, d'arrêter la guerre et de se débarrasser de l'Algérie pour différentes raisons politiques, économiques et de souveraineté, de position de la France dans le monde. Militairement, on n'avait pas perdu la guerre. Alors militairement, la France avait gagné la guerre, les maquis, les maquis indépendantistes avaient été étrillés entre 1958-59 et 1962. Il n'en restait quasiment plus rien. Mais il restait en Tunisie et au Maroc ce qu'on appelait l'armée de libération nationale de l'extérieur, qui était intacte. Et cette armée, Ben Bella Boumedienne, est entrée au moment de l'indépendance, et c'est un épisode qui a été un peu oublié, et a détruit les derniers maquis indépendantistes en Algérie, notamment du côté d'Alger, parce que ces maquis contestaient la ligne de Boumedienne et Ben Bella. Bon. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que le FLN qui arrive au pouvoir en 62 n'est pas celui qui a fait la guerre. Pas complètement, pas complètement. Ceux qui ont fait la guerre sont les maquis de l'intérieur, qui étaient pour la plupart, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais pour la plupart, ils étaient berbères, kabyles, commandés par des kabyles, alors qu'à l'extérieur, le FLN de l'extérieur, je prends les têtes de gondole, c'est-à-dire Ben Bella et Boumedienne, étaient arabes et arabistes et avaient un agenda beaucoup plus révolutionnaire et islamiste que la résistance de l'intérieur, qui était plus réformatrice. C'était des combattants très courageux qui ont affronté l'armée française, mais qui étaient pour la plupart, la majorité, plus réformistes. Et c'est intéressant de voir que la plupart des chefs de l'intérieur ont ensuite, quand le Ben Bella et Boumedienne ont pris le pouvoir, c'est-à-dire le FLN, c'est-à-dire l'armée de l'extérieur, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont progressivement poussé vers la sortie, exilé, emprisonné ou assassiné beaucoup des chefs
de cette résistance de l'intérieur. Le premier d'entre eux, c'est Ferhat Abbas, qui avait été le patron du gouvernement de la provisoire de la République algérienne, qui a été écarté, emprisonné pendant des années et puis ostracisé. Oui. Mais ensuite, il y a eu d'autres personnalités, Aban Ramdan, Mohamed Kider, qui ont été, eux, tués, exécutés par le nouveau pouvoir algérien. Donc ça, c'est le début. Donc De Gaulle fait tout pour se débarrasser très vite de l'Algérie. L'Algérie s'aligne sur la Russie. Elle refuse d'ailleurs la main tendue de la CIA et des Américains, qui, pour compter, la mettent... voilà. Et ensuite, c'est le blackout, quoi. Mais les accords d'Évian vont livrer le pouvoir au FLN, qui n'avait pas forcément toute la légitimité, puisqu'il y avait cette opposition intérieure, ces fameux maquis qui ont été ensuite exterminés. Mais pour aller plus vite, De Gaulle a donné le pouvoir au FLN avec ces accords d'Alger qui... D'Évian, pardon, qui, quasiment dans le même mois, ont été signés par les négociateurs algériens. En fait, un seul a signé. Il y avait 3 négociateurs français qui ont paraphé l'accord. Et sur les 4 négociateurs algériens, un seul a paraphé. Et ces gens-là sont allés demander des ordres après à Boumedienne, à Tripoli en Libye, où se trouvait Boumedienne à ce moment-là. Et là, on l'a su qu'après, Boumedienne a tout de suite dit « Ces accords d'Évian, c'est un pacte néocolonialiste, on ne le signera pas, on ne le respectera pas ». Ça se passe dès 1962. Les services secrets français l'ont appris un peu plus tard, mais c'était trop tard parce que De Gaulle avait fait valider ces accords d'Évian par un référendum, et ce référendum qui excluait les Français d'Algérie sur le plan électoral, avait donné 90% d'approbation à ces accords d'Évian. Alors on revient maintenant sur, merci pour cette mise au point historique, cet éclaircissement sur la genèse de ces relations avec l'Algérie. Oui. Maintenant, on note quand même chez Emmanuel Macron une absence de réaction, on l'a dit, très timoré sur l'affaire Boualem-Sansal. À côté, l'intransigeance d'Alger dans le cas de récupérer ses OQTF. Pourquoi, selon vous, cette faiblesse apparente de la France ? Je mets Macron parce qu'il me semble que les présidents d'avant aussi n'étaient pas très courageux. Oui, sans remonter. Pour établir un rapport de force. Nicolas Sarkozy, François Hollande ont eu des déclarations assez désagréables sur la colonisation française, sur les crimes commis par l'armée française, sur le système colonial. Déjà, il s'était mis dans cette position de devoir demander des excuses à l'Algérie. Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin. En 2017, quand il est encore en campagne électorale, pour la première élection, sa première élection, il est à Alger et pris sans doute dans l'ambiance et sans doute aussi faute d'une vraie culture sur l'Algérie, sur l'histoire de la colonisation. Il va se laisser à dire que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et depuis cette époque-là, février 2017, Emmanuel Macron est prisonnier, otage de cette déclaration. Évidemment, c'était du pain béni pour le régime algérien qui, depuis, ressort clairement tout ça en exigeant une repentance de la France, en exigeant des réparations pharaoniques, astronomiques en termes financiers. Et Emmanuel Macron lui-même est un peu gêné parce qu'ensuite, il n'a jamais reparlé de crimes contre la colonisation, mais contre l'humanité. Contre l'humanité, cette fameuse colonisation. Il y aurait beaucoup à dire, il y a des ombres, bien sûr, mais il y a aussi des lumières. Et ce crime contre l'humanité reste quelque part toujours dans le dialogue entre Macron et l'Algérie, et ça perturbe, ça gêne la définition d'une vraie politique nouvelle à l'égard de l'Algérie de la part de Macron et de son gouvernement. Alors, il y a souvent une confusion, on le voit quand on parle de l'Algérie, entre la décolonisation et la conquête de l'Algérie. Ouais. Sur la conquête de l'Algérie, notre confrère journaliste Jean-Michel Apathy s'est illustré récemment en expliquant qu'il y avait eu plusieurs Oradour-sur-Glane. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, c'est à partir d'éléments très précis de la conquête. Voilà, il y a eu une guerre contre les tribus arabes qui refusaient l'arrivée des troupes françaises. Il y a eu des massacres,
comme dans toutes les guerres, comme les guerres qu'on faisait à cette époque-là. Il faut bien comprendre pourquoi les Français arrivent en 1830 en Algérie. C'est en grande partie pour mettre fin à la politique des barbaresques d'Alger. Je rappelle que depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, les corsaires algérois qui étaient aux ordres de la Turquie occupait l'Algérie, la Turquie était une colonie de l'Algérie, l'Algérie était une colonie de la Turquie. À cette époque-là, eh bien, la grande activité des corsaires algérois, c'était d'attaquer les bateaux de commerce en Méditerranée occidentale, c'était de piller tous les villages qui étaient sur les côtes d'Italie, d'Espagne et les îles sous souveraineté chrétienne de la Méditerranée. Et entre le XVIe et le XIXe siècle, les historiens estiment qu'il y a eu 1 million d'esclaves chrétiens capturés par les barbaresques d'Alger et revendus ou rachetés par les ordres hospitaliers chrétiens. Donc il y avait un fond de guerre permanente au long des siècles que les Français en 1830 ont voulu stopper. Et puis ensuite, cette conquête, vous le savez, n'a pas été suivie d'une colonisation immédiate. On s'est emparé d'Alger, des environs d'Alger, mais il a fallu attendre 2 ou 3 décennies pour que la Troisième République décide de peupler l'Algérie et d'entamer une vraie politique de colonisation. Il y a des ombres, ces fameux massacres, ces guerres, mais au final, le bilan, ce n'est pas du tout ce que dit ce pauvre Jean-Michel Apathy, c'est quand même une colonisation bénéfique pour l'Algérie. Il n'y a pas eu de génocide, comme certains historiens algériens et leurs turiféraires français le répètent. En 1830, on estime qu'il y a à peu près 2 millions d'Algériens. La population va baisser après parce qu'il y a des épidémies, ce sont les conséquences de la guerre. Mais très vite, à la fin du 19e, la population algérienne, des indigènes, reprend. Et en 1962, on estime qu'il y a 11 à 12 millions d'Algériens indigènes. Ce n'est pas un génocide, au contraire. Et sur le plan matériel, il faudrait lister tout ce que la France a mis en place avec l'argent des contribuables français à l'époque, c'est-à-dire 80 000 kilomètres de routes ou de pistes, y compris au cœur du Sahara. Ce sont les hôpitaux, les chemins de fer, les centrales électriques, les ports modernes construits, et ainsi de suite, et jusqu'à ce Sahara, riche en pétrole et en gaz, qui n'était pas du tout algérien, qui n'avait jamais été algérien, qui avait été conquis par la France, puis à un moment annexé à l'Algérie, et qui a donné, grâce aux chercheurs français, ces immenses réserves de pétrole et de gaz qui ont permis à l'Algérie de sauver son économie et de survivre encore aujourd'hui malgré la gabegie ambiante. Un dernier mot sur la colonisation et la décolonisation. Quand on observe, vous avez évoqué la Troisième République avec le peuplement de l'Algérie. Il y a aussi la répression, les premières répressions après 1945. Est-ce que vous diriez que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la colonisation, c'est la gauche, et la décolonisation, c'est De Gaulle, c'est la droite? Oui, on peut le dire comme ça. À l'origine, France, Mitterrand. Oui, à l'origine, la colonisation, c'est porter les Lumières dans le monde. Alors, ce serait trop simple de résumer à cela, mais il y a aussi la volonté de l'Église d'aller convertir, d'envoyer des missionnaires dans le monde. Mais l'élan initial de la colonisation vient des rangs de la gauche, avec des déclarations extrêmement fortes de Jules Ferry et d'autres, qui disaient qu'il fallait apporter la lumière à ces peuples sauvages et dans l'obscurité. Donc tout ça est vrai. Ensuite, effectivement, la droite a repris le thème de la colonisation à son profit en défendant les résultats de la colonisation et en défendant les Français installés dans ce pays, en Algérie, 1 million et quelques de pieds noirs, qui, pour beaucoup, au départ, étaient des réprouvés, des gens de gauche chassés par la Troisième République. Et très longtemps, il y a eu un électorat communiste très fort dans les villes algériennes. Et cet électorat, à un moment, a basculé pour la majorité en faveur de l'Algérie française. Et c'est vrai que
c'est une certaine droite qui a décolonisé, c'est le général de Gaulle ouais. qui a décolonisé l'Algérie pour donner à la France l'élan qui allait produire les 30 Glorieuses. C'est intéressant ces précisions parce que parfois, c'est comme quand on regarde la Seconde Guerre mondiale avec la représentation politique du gouvernement de Vichy, on va dire c'est 50-50. Il n'y a pas que des gens d'Action française ou des antisémites qui sont là. Il y a beaucoup d'anciens du Front populaire. Ça, on l'oublie totalement. On a fait une sorte de brainwashing et sur la question de l'OAS, on a l'impression que l'OAS, c'est en gros le prolongement des collabos de 40. Et Non, en fait, pas du tout. On ne peut pas résumer. Sociologiquement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Enfin, là encore, Il y a l'armée. l'OAS, c'est une réaction du petit peuple algérois et oranais contre cet abandon, contre le reniement finalement de la parole donnée à tous les gens français d'Algérie, mais aussi musulmans d'Algérie à qui la France avait promis de rester et que jamais le drapeau du FLN ne flotterait sur les villes algériennes. Donc c'est un sursaut d'honneur qui transcende les partis politiques à ce moment-là. Et curieusement, c'est la droite gaulliste, on peut dire, qui a renié les serments du général de Gaulle, même jusqu'en 1959, et qui a bradé l'Algérie et l'Algérie française. Alors, est-ce que ce que vous nous dites là, ces analyses historiques sont compréhensibles aujourd'hui pour un franco-algérien ou un Français né ici mais d'origine algérienne? Est-ce que c'est compréhensible ou est-ce que parce qu'on a l'impression quand on discute avec des Algériens qui soient français nés ici, il y a toujours un attachement mythique à l'Algérie et toujours beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la France. Oui, là encore, il faudrait nuancer. La question du drapeau est cruciale. Enfin, c'est quand oui, même alors incroyable. les Algériens en France, immigrés récents ou de plusieurs générations, notamment les toutes dernières générations, les premiers ne revendiquaient pas leur patrie algérienne ancienne, ne sortaient pas le drapeau algérien. Ça s'est produit sur les nouvelles générations, les fils ou petits-fils surtout de cette immigration algérienne. Et ça va de pair avec l'échec de l'assimilation ou de l'intégration de ces gens-là, de ces nouvelles générations, qui ont mythifié une sorte de patrie perdue, l'Algérie, qui brandissent le drapeau algérien comme un étendard contre les Français qui n'ont pas su les intégrer, qui produisent un certain racisme aussi à un certain moment. Les Harkis ont souffert de ce racisme à partir entre 62, toutes les années 60. Le refus de reconnaître leurs droits, c'était aussi un racisme des Français à leur égard. Eh bien, les petits-fils de ces gens-là sont dans une position de revendication, de fierté, qui, quand on parle avec eux, ne va pas très très loin. C'est « Viva Algéria », c'est « Vive l'équipe de foot d'Algérie ». Il y a une certaine fierté, mais aucun ne veut retourner là-bas. Aucun ne veut retourner là-bas. Il y en a quand même qui reviennent, qui font l'aller-retour pour les vacances. Mais ils vont au bled, comme ils disent. Ils vont au bled voir la famille, montrer qu'ils ont réussi, montrer leurs beaux habits, l'argent qu'ils ont. Mais ça se passe très mal pour eux en général là-bas, au bled. Il y a eu souvent des incidents entre ces jeunes maghrébins ou algériens installés en France, naturalisés français, souvent, et leurs cousins, leurs parents, leurs familles qui sont restés là-bas. Il y a un choc de culture, un choc de comportement. Et moi, ce qui m'a souvent frappé quand je vais en Algérie, quand j'allais en Algérie, maintenant je n'ai plus de visa depuis 2003, c'est que les Algériens sur place, dans les villes comme dans les campagnes, parlaient de ces difficultés avec leurs cousins de France, difficultés de comportement, mais disaient aussi comment vous faites pour les supporter. Au début, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire, mais les Algériens que l'on rencontre en Algérie ne comprennent pas comment et pourquoi leurs cousins, leurs parents qui sont en France ont tant de droits et se comportent de telle façon à l'égard du pays qui les a accueillis. Ça ne passerait pas comme ça en Algérie. Ils le disent. En Algérie, ces jeunes qui arrivent avec ces incivilités, ces comportements très pénibles pour les gens qui sont installés sur place, eh bien, ne sont pas supportés et ils sont parfois chicotés, comme on dit, par la police locale ou même par leurs parents, les plus anciens là-bas. Il y a vraiment
un fantasme de l'Algérie chez les Algériens de France. Et ce fantasme, quand ils vont là-bas, ils comprennent que ce n'est pas tout à fait la réalité. Ils voient la misère, ils voient la pauvreté, ils voient l'absence de liberté, et ils sont souvent très contents de revenir en France. Est-ce que vous pensez qu'ils souffrent d'une mythification justement de l'Algérie, qui est peut-être inverse, évidemment, puisqu'ils ne sont pas sur la même ligne, que celle des Pieds Noirs, qui eux aussi souffrent d'une nostalgie Oui. avec l'idée que c'était tellement mieux Oui. de l'autre côté de la Méditerranée? Le problème, c'est que l'histoire de l'Algérie et de la colonisation n'est pas enseignée dans nos manuels scolaires, ou alors de façon très caricaturale. Et donc, les jeunes français ou français d'origine maghrébine n'ont pas une connaissance apaisée sur l'histoire de la colonisation. Ils n'en ont que ce que la littérature, en général de gauche, et les films, en général très orientés, donnent de la présence française en Algérie. Et en face de ça, ils ont le souvenir des Pieds Noirs ou des Harkis. Et ce souvenir des Pieds Noirs et des Harkis est d'emblée ostracisé parce que ce sont les gens qui ont voulu garder l'Algérie française, qui se sont dressés contre, au moment de la guerre de libération, contre les futurs maîtres de l'Algérie, notamment pour les Harkis, associés aux Pieds Noirs, dans l'historiographie algérienne et dans les mentalités des Algériens en France encore. Les Harkis sont des traîtres, sont des collabos. Et donc, cette image très dégradée... C'est une injure, d'ailleurs, dans certaines C'est banlieues. une injure, et les dirigeants algériens n'appellent les Harkis que traîtres. Et chez beaucoup de jeunes de la diaspora algérienne en France, qu'ils soient naturalisés ou pas, les Harkis restent ce que nous appelons les collabos, les salopards, les traîtres d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça rend très difficile une appropriation apaisée, mesurée de l'histoire de la France en Algérie. Vous qui vous êtes rendu donc en Algérie jusqu'en 2003, je peux vous demander 23. 2023, Oui. pourquoi ils ne vous ont pas renouvelé votre visa? Ça fait partie des mystères si vous voulez, jusqu'en 2023, les visas de tourisme ou autres pour les Français étaient délivrés dans les consulats et à l'ambassade d'Algérie en France. À partir de 2023, on voit très bien qu'il y a un durcissement de la politique des visas, et la délivrance des visas a été rapatriée, si on peut dire, en Algérie, notamment au ministère de la Sécurité. Et là, il y a des professionnels policiers qui passent en revue les listes de demandes de visa. Je fais une parenthèse, exactement comme quand on voulait demander un visa pour aller en Syrie. C'est pareil. C'est décidé là-bas, c'est pas le type d'ici qui décide. Et donc la recentralisation sécuritaire de ces visas a fait que des tas de gens qui jusque-là pouvaient aller en Algérie, ne serait-ce que pour faire du tourisme, parce qu'ils avaient été professeurs, parce qu'ils sont ecclésiastiques, parce qu'ils ont écrit telle ou telle chose, eh bien, ont été interdits de visa. Ça a été mon cas. J'avais écrit des articles, quand j'étais à Valeurs Actuelles, assez sévères sur l'Algérie. En 2013, j'ai publié un bouquin, Algérie, le vrai état des lieux. J'expliquais toute la gabegie du régime algérien. Eh bien, ils ont retrouvé ça, ils m'ont interdit. Mais des gens de gauche aussi ont été interdits de visa. Je pense à des écrivains français plutôt classés à gauche qui ont été interdits de visa. Il y a des chefs d'entreprise, pour des raisons totalement inexpliquées, qui ne peuvent plus aller en Algérie. Ça fait partie de cette politique de durcissement de l'Algérie à l'égard de la France qui commence en 2023 et qui produit cette crise aiguë à partir de 2024 avec l'emprisonnement de Walem Sansal et de notre autre journaliste sportif. C'est une paranoïa qui est anti-française, qui s'est aggravée aujourd'hui en Algérie. Cette paranoïa anti-française, selon vous, combien de temps elle va durer? Parce que quand on lit la presse algérienne, moi je n'ai pas l'occasion d'aller là-bas, mais je lis assez souvent la presse gouvernementale et une presse un peu plus nuancée qui existe quand même, on a quand même l'impression que la guerre d'Algérie continue toujours. Ça va durer combien de temps, ça? Ça durera tant que durera ce régime, parce que ce régime, vous pensez que c'est l'axe principal depuis 1962, du régime, vit sur une espèce de falsification de l'histoire. L'histoire d'abord de la colonisation, qui est assimilée à un génocide, un crime contre l'humanité. Donc le régime et ses serviteurs, notamment dans le monde universitaire et journalistique, continuent de
promouvoir cette idée de crime contre l'humanité de la part des colonisateurs français, et puis ensuite des pans entiers de l'histoire de l'Algérie moderne, pendant la guerre d'indépendance et depuis la guerre, depuis la fin de la guerre, depuis l'indépendance, des pans entiers de leur histoire sont cachés, sont travestis. On ne parle pas des affrontements fratricides épouvantables pendant la guerre de libération entre Algériens eux-mêmes. Il y a eu peut-être 10 000 ou 15 000 morts algériens tués par d'autres Algériens, puis les massacres de 1962 au moment de l'indépendance, quand l'armée de l'extérieur éradique les derniers maquis de l'intérieur, à peu près 10 000 morts, et puis ensuite la terrible décennie noire de 1992 à 2002, disons, quand les islamistes sont prêts de prendre le pouvoir, l'armée s'empare du pouvoir, étant une chape de plomb sécuritaire sur le pays. Et là, on va avoir des massacres à répétition pendant 10 ans, de la part des islamistes, bien évidemment, mais aussi de la part des services de police et de l'armée. Et tout ça va produire à peu près 200-250 000 morts. Et rien n'a été soldé. À la différence de l'Afrique du Sud, qui, à la fin de l'apartheid, a mis en place une commission vérité, justice, réconciliation, quelque chose comme ça. Le Rwanda aussi. Ouais. Le Rwanda l'a fait. Le Maroc, avec Mohamed VI, l'a fait à la fin du règne d'Hassan II. L'Algérie a passé sous silence tout ce qui s'était passé, y compris les crimes des islamistes, les crimes abominables, les massacres de villages, mais aussi il fallait que l'armée et la police s'en sortent au mieux, tous les crimes réels commis par l'armée et la police. Et donc, depuis cette époque-là, il y a un blackout complet qui voile une partie de la mémoire de l'Algérie, et le régime vit là-dessus, sur ce travestissement de l'histoire, et il s'en sort en accusant systématiquement la France pour la colonisation, mais même depuis l'indépendance, pour les actions prêtées à la France contre le régime algérien, contre l'économie algérienne. Et là, jusqu'à ces derniers temps, le régime parlait de 5e colonne française, et assimilant peut-être Boualem-Sansal à un élément de cette 5e colonne. C'est vraiment de la paranoïa. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pays qui a pris une sorte de contre-modèle de tout ça, c'est le Maroc. D'ailleurs, stratégie payante, puisque l'ONU vient de reconnaître la souveraineté sur le Sahara occidental, qui était un vrai point de conflit entre l'Algérie, donc c'est le Maroc qui remporte la mise. Vous pensez que le Maroc, lui aussi, été colonisé, mais c'est lié à cette différence d'appréciation de la colonisation, le fait qu'il y a un Maroc qui s'en tire relativement bien aujourd'hui et une Algérie qui reste peut-être prisonnière d'elle-même? Le Maroc a été colonisé, mais pas du tout de la même façon. Le Maroc a été colonisé sous la forme d'un protectorat. Le Maroc n'a pas été colonisé de façon centralisatrice et républicaine comme l'a été l'Algérie. Lyautey, qui a été, à partir de 1912, pendant une dizaine d'années, on pourrait dire le colonisateur de l'Algérie, Lyautey, dans son génie militaire et civique, a su préserver toutes les structures, tous les pouvoirs qui existaient dans cette vieille monarchie marocaine, ce qui a permis au Maroc de se stabiliser très vite, de profiter des bienfaits de la colonisation et au moment de l'indépendance, de commencer à prendre un essor parce que le Maroc avait des corps constitués, avait un chef d'État, le souverain, le roi, Mohamed V, puis Hassan II et aujourd'hui Mohamed VI, le roi à la fois souverain politique et commandeur des croyants, préservé à travers tous ses pouvoirs grâce au protectorat français. Donc le Maroc a eu un développement sous la férule des Français beaucoup plus homogène, beaucoup plus apaisé que l'Algérie. Et après, il y a à la fois le modèle monarchique, le génie des souverains marocains qui se sont succédés, qui, sans ressources naturelles majeures comme là l'Algérie, avec le pétrole et le gaz notamment, le Maroc a su mettre en place un modèle de développement bien maîtrisé. Il y a eu des à-coups, ils ont eu aussi des révoltes populaires, ils ont eu du terrorisme islamiste, ils ont eu aussi des majorités électorales islamistes, mais qui ont été très très bien gérées par le roi et le palais. Et aujourd'hui, le Maroc donne des complexes terribles à l'Algérie. Quand on va en Algérie et quand on parle du Maroc, les Marocains les plus lucides reconnaissent que le Maroc a su
depuis 70 ans, depuis son indépendance, a su se développer de façon harmonieuse, a su créer des richesses, attirer les investisseurs et a su bâtir une véritable diplomatie d'influence en Méditerranée et en direction de l'Europe, comme en direction de l'Afrique et des États-Unis, sans se couper ni de la Chine ni de la Russie. C'est extrêmement fort. Ni d'Israël. Le Maroc reste proche d'Israël, proche des pays du Golfe. Des liens diplomatiques c'est le génie de la monarchie marocaine, alors que l'Algérie, ce régime de Géronte corrompu, n'a pas su enclencher, si vous voulez, la bonne marche au moment de l'indépendance. Dans la détention de Boualem Sansal, une des choses qui lui sont reprochées, justement, c'est d'avoir affirmé que les provinces de l'ouest de l'Algérie étaient en réalité marocaines. Et vous comprenez que ce type d'élément puisse, dans ces contextes-là particuliers, on va dire, être quelque chose de... Mais oui, parce que la place de l'histoire dans la psyché marocaine est majeure, c'est terrible, et ça obscurcit beaucoup de choses. L'histoire libre est interdite en Algérie. Les chercheurs algériens ne peuvent pas travailler sur leur propre histoire avant même la colonisation et depuis l'indépendance. Pour travailler, ils vont dans les archives françaises en France. Sur place, c'est impossible. Et notamment, ce problème de la constitution de l'État algérien dans le mythe généré et pérennisé par le régime, on dit que l'Algérie existe depuis toujours. C'est complètement faux sur le plan historique. L'Algérie, dans ses frontières actuelles, est une création de la France. Il y a eu un proto-État algérien du temps des Turcs, c'était la régence d'Alger. Ce sont les Français qui ont fait les premières frontières, mais l'Algérie, dans ses frontières actuelles, c'est la France qui l'a faite. Et y compris en prenant des terres qui étaient sous souveraineté marocaine, ce sont les Français qui l'ont fait, sous souveraineté marocaine, à partir de la fin du 19e jusqu'en 1934 à peu près, notamment le Sahara, alors je ne parle pas que du Sahara occidental, ex-espagnol, qui était marocain, mais le Sahara jusque dans le Hogar, le Rio de Oro espagnol, mais dans le Hogar, Tamanrasset, c'était sous souveraineté marocaine. Les tribus sahariennes se reconnaissaient sujettes d'une certaine façon, avec beaucoup de nuances, sujettes du roi du Maroc. Et de la même façon, Tindouf, qui est aujourd'hui une ville algérienne, a été arrachée par la France au Maroc en 1934, et c'est là où vraiment les frontières de l'Algérie s'ossifient, se mettent en place de façon définitive, et une partie des terres de l'ouest algérien, je parle de Tindouf, vers le sud, mais aussi dans la wilaya actuelle algérienne de Tlemcen, c'était des terres marocaines conquises par les Marocains, qui ont été arrachées aux Marocains par la France, et ça l'Algérie ne veut pas le reconnaître. Et quand on en parle, comme l'a fait Boualem Sansal, dans un média français, c'est un crime de lèse-révolution, de lèse-majesté, de lèse-régime. Et c'est interdit. Et Boualem l'a payé depuis presque un an maintenant, il est en prison. Alors diriez-vous que la France est vraiment... je dirais que ça fait partie de ses objectifs de faire libérer Boualem Sansal. On sait que les 2 ressortissants français en Iran viennent d'être libérés. Vous pensez que la France met autant d'ardeur pour récupérer Boualem Sansal que ses autres ressortissants? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je ne le crois pas. En même temps, j'espère, parce que je crois dans mon pays, j'espère qu'une diplomatie secrète est à l'œuvre en ce moment entre Paris et Alger. Je l'espère sans y croire vraiment beaucoup. Parce qu'on voit bien que le traitement de Boualem Sansal, dès le départ, dès 16 novembre 2024, il est arrêté. Dès cette époque-là, il y a un an, les autorités françaises ne vont pas avoir l'attitude qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire l'exigence de sa libération, une grande fermeté de la part de tous les acteurs politiques français et dans la durée. Or là, il y a eu contradiction. Il y a eu contradiction entre l'Élysée puis les gouvernements successifs. Il y a eu des silences un peu curieux de la part de l'Élysée. Par exemple, qu'est-ce qui explique les filles, la famille de Boualem Sansal
n'ont pas eu de réponse à leurs lettres, à leurs demandes au président de la République. Vous Qu'est-ce pensez qu'il que explique? l'Algérie a des choses sur Macron Je ne sais pas. C'est quand même étonnant. Je disais tout à l'heure que Macron est otage de ce qu'il a pu dire Enfin, c'est pas aux que Algériens. ça. Mais non, mais une politique impossible. ne se résout pas à ça. Malheureusement, je pense qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement du régime algérien. Et si la France, en tout cas l'Élysée, a une vraie politique à l'égard de l'Algérie telle qu'elle se traduit aujourd'hui dans ce silence, c'est une politique qui, à mon avis, fait le jeu de l'Algérie. Face à l'Algérie, dans la situation actuelle, il faut savoir hausser le ton. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est un des facteurs de la politique française aujourd'hui, en tout cas au plus haut niveau. C'est parce qu'on a 2 millions, 3 millions, 6 millions de musulmans en France, 6 millions de musulmans, 2 à 3 millions d'Algériens ou d'origine algérienne. Et ça, malheureusement, ça semble tétaniser une partie de nos élites et du pouvoir français. Alors il y en a un qui a voulu relever le gant, on va dire, ça a été Bruno Retailleau. Oni en Algérie, régulièrement, est considéré comme une sorte de... Bon, il n'est plus dans le gouvernement. Vous pensez que l'Algérie a eu sa peau, finalement? Donc Bruno Retailleau, pendant ces mois au ministère de l'Intérieur, a eu des déclarations extrêmement fortes, très, très encourageantes, en faveur de Boualem Sansal et de la redéfinition peut-être de cette relation avec l'Algérie. Mais ça ne s'est pas traduit dans les faits, notamment dans tout ce qui est reconduite aux frontières, tout ce qui est refus de visa à l'égard, visa souvent de complaisance à l'égard des Algériens. On n'a pas progressé du tout sur ce plan-là. Il y avait aussi l'idée que les dignitaires du régime, on leur supprime le droit d'aller se faire soigner en France aussi. Il y avait Oui, mais tout ça fait partie de cette relation très particulière entre la France et l'Algérie, où la France n'a pas cessé, et les dirigeants français n'ont pas cessé de se faire insulter ou brocarder par la nomenclature algérienne, par le régime algérien, sans jamais hausser le ton, sans jamais exiger de réciprocité, notamment en matière de circulation. Et ces gens-là ont continué à venir se faire soigner en France, envoyer leurs enfants faire leurs études en France, acheter des biens immobiliers ou des entreprises en France, sans jamais être remis en cause. Frédéric Pons, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors je crois malheureusement que ça ne va pas vous aider à avoir votre visa prochain en Algérie, mais bon, je pense que voilà. Vous savez, on m'a naïvement en Algérie, il y a quelques années, je dis, bon, cette nomenclatura qui tient le pays depuis 1962, ce sont des gens de plus en plus âgés et qui vont partir. Leurs successeurs n'auront pas la même légitimité de combattants pour l'indépendance. Et les Algériens m'avaient dit en souriant, mon cher Frédéric, vous êtes bien naïf, parce que cette nomenclatura, cette géroncratie qui tient le pouvoir, a su former une relève beaucoup plus jeune, a su associer cette relève à tous les trafics, à tous ces circuits de corruption, et ces gens-là ne remettront pas en cause le régime, même s'ils sont plus jeunes. Et donc ce régime va continuer. Il faudra un sursaut de la population, ce qu'on a eu en 2019, le fameux Irak, ce mouvement dégagiste très fort, qui a été cassé par la répression policière et par le Covid, malheureusement. Avec des manifestants qui nettoyaient à chaque fois qu'ils passaient, c'était incroyable, très organisé. Moi j'étais à Oran, à Alger à ce moment-là. Je n'aurais jamais cru voir ces manifestations et ces grandes banderoles dans les rues. FLN dégage, FLN dehors. Je l'ai vu, c'était en 2019. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, Régis. Merci d'être venu chez Omerta. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et puis que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt.